Ce que j'ai noté, surtout dans la conclusion sur l'évolution dans le temps, c'est une certaine stabilité du niveau de qualité. Par exemple, à Arles, on passe de 154 à 150, à Chasles de 106 à 98 pour un des critères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît pas très optimiste. Vous parlez de la diapo sur laquelle il y avait le Rhône et parce que là c'est une photographie à un moment donné enfin c'est plus une évolution dans l'espace là que ça traduit plutôt qu'une évolution dans le temps. Donc là c'est plus fait pour intégrer la dimension amont-aval, les apports latéraux et les effets en gros des grandes zones urbaines. On voit bien, enfin, ce que je disais tout à l'heure, l'effet de l'agglomération lyonnaise. On n'est pas tellement sur les tendances temporelles. Et d'ailleurs, c'est compliqué les tendances temporelles sur les micropolluants parce qu'on a commencé, enfin maintenant on commence à avoir quand même une quinzaine d'années au moins de recul, mais on a un recul historique beaucoup moins grand que sur les polluants plus classiques qu'on a commencé à suivre dans les années 70. Et là, on a bien au moins 20 ans, 20 ou 25 ans de retard à l'allumage sur les micropolluants, parce que c'était très compliqué au départ, parce que les techniques analytiques n'étaient pas là, etc. Et que les techniques analytiques dans les laboratoires ont beaucoup évolué, et ce qui permet d'ailleurs maintenant d'aller suivre le fameux millier, ce qui est finalement pas grand chose par rapport à ce qu'a dit Marc, mais le fameux millier de substances, parce que les techniques aujourd'hui le permettent. S'il fallait avoir une technique analytique spécifique à chacune de ces 1000 substances, ça serait absolument impossible. Là, on travaille avec des techniques analytiques qui permettent de récupérer des résultats sur un nombre important à chaque fois de substances. Ceci dit, si tu veux vraiment avoir des tendances, il faut faire des carottes de sédiments. Oui. Bon, c'est assez technique, hein, je suis d'accord, mais voilà, en un coup, on a plusieurs décennies de contamination. Sur cette carte, moi j'ai une question. Je ne comprends pas pourquoi, en amont de Lyon sur la Saône, la concentration de micropolluants est supérieure à ce qu'il y a en aval à Chasles. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de dilution par le Rhône? Non, c'est parce que traitement. Mais c'est parce que le bassin de la Saône, il se passe des choses sur le bassin de la Saône. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent alors? Ah ben après, non mais bien sûr. Après, on a un phénomène, on a un phénomène de dilution par le Rhône. Ça, c'est le Rhône. Parce que voilà. Alors après, ça dépend des périodes de l'année, mais ils sont toujours là. Les polluants sont toujours là, mais on a oui, concentration plus faible. Bien sûr. Là, ici, on n'est pas sur des flux, hein, enfin on est sur de la présence-absence quantifiée de contaminants. Par contre, oui, il y avait un petit encadré tout à l'heure qui apparaissait, qui lui raisonnait plus en termes de flux apportés à la Méditerranée. Et là, effectivement, on a une autre vision avec les flux que celle qu'on a avec simplement les concentrations. D'accord. Mais là, tu es dans les sédiments ou des matières en suspension? Là, on est dans l'eau et les sédiments. Et les matières en suspension sont prises en compte uniquement à Arles, parce qu'en fait on ne fait pas de matière en suspension ailleurs, parce qu'il faut du matériel particulier, des centrifugeuses pour centrifuger, etc. Donc c'est pas possible à large échelle, mais par contre sur la station d'Arles, il y a aussi une station à Jons, il y a 2 stations sur le Rhône, qui permettent justement de pratiquer ce type de suivi. On voit que les métaux sont stables, enfin, il y a quasiment le même chiffre tout au long du Rhône. Est-ce que ça veut dire que il n'y a plus de métaux déversés dans les rivières, et puis je crois que les chloriers ont abandonné leur procédé avec cathode de mercure, donc est-ce que sur le mercure il y a eu des baisses? Ça, je ne pourrais pas répondre sur le mercure, mais ce que je peux dire par exemple sur les autres métaux, c'est que souvent il y a un bruit de fond naturel assez important lié à la géologie même du bassin versant, qui fait que finalement le signal anthropique est faible par rapport au signal plutôt naturel. Donc c'est ce qui fait qu'on ne voit pas forcément de variation. Et j'ai une autre question. J'ai vu passer il y a quelques jours une information disant que les gens de la FNSEA sur le terrain étaient très actifs pour faire déclassifier certains cours d'eau, notamment dans le chevelu des bassins, et comme ça éviter de se faire pénaliser pour des pollutions de cours d'eau. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Non, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais particulières, mais c'est vrai que mais par contre, votre question
fait penser à quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un cours d'eau? Quelle est la définition qui est donnée par la réglementation d'un cours d'eau? C'est effectivement un vrai débat qui est très en amont de ce qu'on est en train de se dire là, mais c'est vrai qu'avant d'étudier un objet, il faut déjà arriver à définir l'objet, et donc effectivement, il y a des batailles qui existent autour de ça. Et d'autant que les parties de bassin versant dont vous parlez, c'est vraiment les têtes de bassin versant qui sont à la fois les plus vulnérables parce que il y a des activités un peu lourdes qui peuvent se conduire dessus, et vulnérables et aussi importantes parce que pour le fonctionnement des milieux aquatiques, ces têtes de bassin versant sont assez fondamentales. Et donc c'est vrai que les protéger, c'est pas du luxe. Pour les produits de PFOS, vous avez expliqué que dans les produits comme vêtements de montagne ou le film alimentaire ou l'ustensile de cuisine, c'est utilisé. Et dans quelle mesure ce produit fluor est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est parce qu'en tant que consommateur qui utilise un film alimentaire, est-ce que c'est un danger, ou bien comment des produits fluor passent dans le milieu aquatique? Bon, alors, je pense qu'il y a deux questions, si j'ai bien compris. Une première question sur est-ce que c'est dangereux, qu'en pensez-vous, docteur? Et une deuxième question sur comment ça passe des produits manufacturés à l'environnement. Alors, sur la première question, on est très très loin de savoir tout, mais il y a un certain nombre de composés, dont celui-là qui est le premier à avoir été découvert, le perfluorooctanesulfonate, sur lesquels on commence à avoir amassé un certain nombre de données. Le PFOS et son homologue, le PFOA, c'est les deux premiers à avoir été beaucoup étudiés, sont des perturbateurs endocriniens pour notamment la thyroïde. J'ai pas encore d'éléments, puis de toute façon c'est pas quelque chose que j'arrive à suivre en continu au niveau de la bibliographie, mais j'ai pas encore d'éléments au niveau des cancers, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur ce type de questions. En tout cas, la perturbation endocrinienne est déjà un sujet de préoccupation forte, et ça concerne l'homme bien sûr, mais ça concerne d'autres éléments de la biosphère. Donc effectivement, je pense qu'il y avait de bonnes raisons d'inscrire le PFOS sur la liste des polluants organiques persistants et de faire en sorte qu'il soit éliminé. Le problème, c'est que pour l'instant, les industriels raisonnent plus par substitution que par véritable remplacement. Je veux dire par là qu'ils remplacent un perfluoré par un autre perfluoré dont on n'a pas forcément pris le temps ou eu le temps d'explorer tous les effets, d'autant plus que la réglementation, qui quand même prévoit qu'on étudie à l'avance les effets des substances toxiques, elle est quand même, comment dire, elle permet beaucoup de choses parce qu'on utilise des outils assez standardisés, mais qui ne sont pas forcément appropriés pour toutes les substances chimiques. Quand on a commencé à s'intéresser aux médicaments, on s'est aperçu que la procédure d'évaluation des risques pour les substances chimiques était en fait pas adaptée. Et qu'il fallait changer un peu de mode de raisonnement. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour ces composés. Qu'en fait, chaque fois qu'on va aborder une nouvelle classe de composés émergents, il va peut-être falloir revoir un petit peu nos standards. Voilà tout ce que je peux dire finalement pour l'instant sur la toxicité des risques. En ce qui concerne maintenant les processus qui font que ça passe dans l'environnement, c'est relativement simple. Vous mettez un polymère, en fait le PFOS il n'est pas mis tel quel, il est dans un polymère qui est en fait ajouté à un tissu, par exemple, à votre veste en Gore-Tex ou à vos chaussures. Il est ajouté à ça, mais il n'est pas... où il n'est que partiellement lié à la matrice. Et la liaison n'est pas à 100%, ce qui fait que petit à petit, le polymère va se dégrader, il va perdre un petit peu de PFOS, ça va aller
ça va passer dans l'eau si vous marchez avec vos chaussures Vortex qui sont faites pour ça dans des ruisseaux ou des flaques d'eau. Ça va peut-être aller dans des poussières qui seront ensuite lessivées, entraînées, et puis tout ça, ça va cheminer dans les rivières, s'associer à ce que mangent les invertébrés, qui eux-mêmes sont mangés par les poissons, etc. Le Rhône est parsemé de centrales nucléaires tout le long de son cours. Est-ce qu'il y a des polluants spécifiques liés au circuit de refroidissement de ces centrales qui utilisent de grandes quantités d'eau que vous suivez, détectez, ou bien est-ce que c'est négligeable? Je ne sais pas. J'ai pas d'informations particulières sur ce que pourraient utiliser les industriels. J'ai vaguement en mémoire le fait que les circuits de refroidissement pouvaient être sujets à des phénomènes de fouling, comme les coques de bateau, c'est-à-dire en fait le développement de biofilms à l'intérieur des circuits de refroidissement qui vont diminuer le débit et donc l'efficacité du système. À l'époque où j'en avais entendu parler, mais sans creuser plus la question, je sais que l'opérateur EDF utilisait de l'acide chlorhydrique pour nettoyer ces circuits de refroidissement, ce qui avait pour effet de dissoudre beaucoup de cuivre. Mais je ne suis pas sûr qu'ils utilisent les mêmes produits dans toutes les centrales. Voilà. Si c'est de l'acide chlorhydrique, ça fait beaucoup de chlorure, c'est pas génial, mais c'est pas non plus très très dangereux. Apparemment, dans vos mesures, vous ne voyez pas d'impact. Mais je ne cherche pas à mesurer cet impact des centrales nucléaires, donc je ne peux pas répondre réellement à votre question. Par exemple, les chlorures. Vous ne l'avez pas demandé, en fait, le problème il est là. Le problème, effectivement, c'est qu'on ne regarde que des petites choses à la fois. Je pensais que vous avez beaucoup parlé de pollution chimique, mais je pensais aussi à des pollutions physiques. Par exemple, simplement le réchauffement. Si vous utilisez une grande quantité d'eau et que vous faites monter la température de l'eau rejetée ne serait-ce que de 1 ou 2 degrés, ça peut effectivement générer au niveau des organismes vivants des problèmes. Est-ce que ce genre de pollution est pris en considération? Effectivement, il y a une très longue, une étude thermique sur le Rhône qui a été faite, engagée depuis les années 2000. Et vous voyez, on a aujourd'hui en 2017, donc c'est une étude qui a duré une quinzaine d'années avec 4 phases successives, donc pilotée par l'État et réalisée en partie par EDF et par d'autres laboratoires, et qui montre effectivement qu'il y a une part du réchauffement qui est due au rejet des centrales nucléaires. Il a été montré aussi il est aussi montré il y a des veines d'eau froide et des veines d'eau chaude à les centrales nucléaires. Alors la question après, pour répondre à ça, on peut dire oui que les organismes peuvent avoir des comportements d'évitement là où les veines sont plus chaudes et aller sur les veines plus froides. Bon, c'est une des réponses possibles. Mais il y a aussi des études qui ont montré, par exemple, que l'augmentation de température pouvait aussi changer des processus dans le fonctionnement des cours d'eau qui concernaient plutôt les biofilms, donc les processus bactériens, tous les micro-organismes qui, sous l'effet de la température, pouvaient fonctionner de façon relativement différente et changer le fonctionnement du système. Voilà, donc de toute façon, c'est sûr que les rejets thermiques, au moins localement et peut-être parfois sur de longues distances, ne sont pas neutres par rapport au fonctionnement du système, mais ça c'est... voilà. Oui, sur la question précédente, oui, il y avait eu, à un moment donné, j'avais lu que les rejets de cuivre par les systèmes de refroidissement des centrales étaient assez importants et que c'est la raison pour laquelle EDF, dans les installations nucléaires, remplaçait le cuivre par de l'acier inoxydable, ce qui coûtait d'ailleurs une blâme, comme on dit, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même prix. Mais voilà, et donc ils étaient pourvoyeurs de cuivre par ce phénomène-là. Voilà. Juste un commentaire sur la dernière question et la température. En fait, une grosse interrogation aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure le changement climatique, qui va se traduire par une augmentation de la température de tous les milieux, va avoir un impact sur les processus géochimiques et biogéochimiques, donc impliquant les organismes, pour les micropolluants. On s'attend... On s'interroge plutôt sur l'augmentation de la vulnérabilité des espèces, c'est-à-dire que confrontées à une même concentration de composés chimiques, elles pourraient montrer des effets plus importants.
on s'interroge également sur le fait que ça pourrait modifier, par exemple, le cycle chimique des PCB dans l'environnement. Alors, il n'y a pas que les PCB qui sont en cause, bien évidemment. Pour l'instant, c'est plutôt une question et un sujet de recherche qu'une réponse. Bonsoir. J'avais une question par rapport Enfin, j'avais en fait 3 questions. La première sur le lien en fait entre l'agence de l'eau et l'ANSES, justement pour la réglementation en ce qui concerne l'écotoxicité des différents polluants qui peuvent être mis sur le marché. La deuxième est plutôt sur une petite incompréhension de ma part sur l'effet, on va dire, de la vous avez appelé ça la méandrisation, je crois, des cours d'eau. Et pour moi, c'est un effet un peu contre-intuitif de se dire, finalement, créer des méandres dans un cours d'eau, ça va peut-être baisser le débit, et donc potentiellement diminuer la capacité de drainage de tous les polluants. Et j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on ait plus de micro-organismes, etc., qui se développent. Et la dernière question, c'était les liens. Vous avez parlé des liens avec les différentes institutions sur Lyon, et notamment Vétagrosup. Et je me demandais en quoi quels étaient vos liens avec l'école vétérinaire et comment elle vous aidait à participer à vos recherches. Je vais répondre sur la première question, puis je laisserai Stéphane poursuivre. L'Agence de l'eau et l'ANSES n'ont pas, à ma connaissance, de raison d'avoir beaucoup de relations, puisqu'ils interviennent sur ils ont des domaines de compétences différents. L'ANSES, vous l'avez dit, elle est là pour la santé au travail, pour la qualité des aliments et sa surveillance et tous les risques qu'il y a autour. Elle est là aussi, depuis quelques années maintenant, sur l'homologation des pesticides. Voilà. C'est un travail d'une agence nationale, d'une agence d'État. Bon, il y a aussi une part recherche, on n'en parle pas, mais c'est pas son domaine de compétence est disjoint avec celui de l'agence de l'eau que Stéphane a exposé tout à l'heure. Après, il y a des informations qui circulent. Dans l'histoire des PCB que j'ai évoqué tout à l'heure, l'ANSES a joué un rôle primordial dans la qualification des résultats d'analyse des poissons qui ont été faits pendant plusieurs années. Donc chaque fois qu'on avait abordé un site, un bassin versant, etc., l'ANSES élaborait un avis, mais à l'amont de ça, ils avaient travaillé sur les méthodes permettant de poser ce diagnostic. Voilà. Donc ça, l'agence de l'eau ne pouvait pas l'ignorer, mais en même temps, elle n'y a pas contribué directement, ne l'a pas influencé, et voilà. Dernière question ici. Oui, bonsoir. Je voulais juste seulement répondre en 2 mots sur le reste. Le reméandrement, c'est plus une question d'habitat pour la faune et la flore. C'est-à-dire qu'un cours d'eau rectifié est d'une homogénéité beaucoup plus forte et donc présente une diversité d'habitat beaucoup moins importante. Et du coup, ça banalise le milieu, et du coup, les organismes qui ont des exigences différentes selon leurs espèces ne peuvent pas se développer avec une diversité suffisante. C'est plus cette question-là, et aussi des relations aussi de connectivité avec les milieux qui peuvent être mis en connexion, la nappe, les berges, le limageur, les anciens bras qui jouent aussi un rôle écologique, etc. Et bon, voilà. Donc c'est plutôt à travers ça que... Voilà. Et la dernière question, c'était sur l'école vétérinaire, etc. C'est-à-dire que l'école vétérinaire fait partie de l'ADAME, et c'est vrai que ponctuellement, lorsque des vétérinaires qui travaillent sur les organismes aquatiques, en particulier les poissons, peuvent collaborer à ces projets, c'est par ce biais-là que ça se passe, quoi.